Diagramme de l'acier, niveau PC premier semestre, prérequis diagramme binaire liquide solide, bibliographie ASBI et PC Tech et Doc pour la théorie sur les diagrammes binaires. Outils théoriques, rappel, donc un diagramme d'équilibre binaire permet d'étudier les changements d'état des binaires. Alors un binaire en équilibre sous phi phase a une variance de V égale 4 moins phi. Donc lorsqu'on a deux phases en présence, ce qui est le cas lors d'un changement d'état, on a à ce moment-là une variance qui vaut 2 et une variance réduite une fois qu'on a fixé la pression qui ne vaut plus qu'un. Ce qui explique que lorsqu'on a un changement d'état, on va se balader le long d'une ligne sur ce graphique. Quand on a trois phases en présence, à ce moment-là, la variance vaut 1 et la variance réduite vaut 0, ce qui fixe les choses et en fait on n'a plus qu'un point possible une fois que P et T sont fixés. P et T sont fixés et la coexistence de trois phases ne se fait qu'en un seul point. Théorème de l'horizontale. Donc on lit sur une horizontale qui coupe les courbes, la composition de chaque phase. Alors ces courbes viennent de la loi de Van 't Hoff. La dérivée par rapport à la température de Ln de K, c'est l'enthalpie molaire de changement d'état divisée par RT carré qu'on intègre en X égale moins delta H sur R, facteur de 1 sur T moins 1 sur TA, ce qui donne ces courbes-là. N0 est la quantité de matière totale, c'est N1 plus N2, donc N1 étant la quantité de matière de l'élément 1 plus N2 la quantité de matière de l'élément 2, et c'est égal également à la quantité de matière à l'état liquide plus la quantité de matière à l'état solide. Pour l'instant, ce ne sont que des définitions. Alors on part en M d'un point qui a une certaine constitution, X2, et donc on peut dire que la quantité de matière de 2, eh bien c'est X2 fois N0, et N0 par définition c'est NL plus NS, sachant qu'en X2 tout est liquide, donc on a NL qui vaut N1 plus N2, mais cette écriture nous permettra tout à l'heure de pouvoir écrire le théorème des moments. Alors cette quantité de matière de l'élément 2 va être, donc l'élément 2 total va toujours être la même une fois qu'on est à une température plus basse. Par contre, elles vont être séparées en deux parties, une partie liquide et une partie solide. La quantité de matière à l'état liquide, ça va être X2 à l'état liquide de la phase liquide multiplié par le nombre de moles qu'on a à l'état liquide, plus X2, donc proportion de X2 dans la phase solide multiplié par le nombre de moles total, la quantité de matière totale qu'on a en phase solide. Quand on réarrange tout ça, X2 est égal à NL plus NS égale X2 NL plus X2S NS. On réarrange tout ça en factorisant NL qui fait NL X2 moins X2L et en factorisant NS, X2 moins X2S. On obtient à ce moment-là NL fois, alors X2 moins X2L, c'est cette distance-là qu'on va appeler GA, et X2 moins X2S, c'est cette distance-là qu'on va appeler GB. Et on fait l'analogie avec un levier mécanique dans lequel on aurait ici la force F multipliée par la longueur AG qui équilibre le moment dû à une force en B avec le bras de levier GB. C'est pour ça qu'on appelle ça le théorème des moments chimiques. Alors, ce théorème de moment s'exprime logiquement. En fait, quand on est ici, on est beaucoup plus près de la phase liquide et on aura une quantité de matière qui est beaucoup plus grande en phase liquide qu'en phase solide. À l'extrême, quand on est ici au point A, eh bien, on a 100% du solide, 100% en liquide. Différents types de diagrammes liquide-solide. Alors quand on a une miscibilité totale à l'état solide, on a ici donc une seule phase, et un mélange idéal va se traduire par des courbes qui sont comme ça, où en fait il n'y a pas d'interaction entre les molécules du binaire. Par contre, quand on est dans un cas où la solution n'est pas idéale, alors à ce moment-là, il y a une proportion optimale et on va avoir deux branches de fuseaux qui se rejoignent en un point, qui nous rappelle l'homoazéotrope. L'homoazéotrope.
Euh, Quand on a une miscibilité partielle, eh bien à ce moment-là, on va devoir rajouter, comme dans le cas des diagrammes liquide-vapeur, ce qu'on appelle une courbe de démixion, c'est-à-dire une courbe qui sépare d'une part la partie solution de B dans A, ici solution de A dans B, et ici on a les deux solutions solides qui coexistent mais qui ne sont pas miscibles l'une à l'autre. Alors quand la température est élevée, un peu plus de B peut aller dans A, un peu plus de A peut aller dans B, ce qui exprime cette forme ici. Et si on n'avait pas de changement d'état, on pourrait imaginer, en prolongeant cette courbe de démixion, qu'à partir d'une certaine température, les deux solutions solides n'en forment plus qu'une. Si on rajoute à cela le fait qu'on a des fuseaux pour la miscibilité dont on vient de parler ici, on a ces fuseaux qui se rajoutent ici et qui viennent montrer un point qu'on appelle un eutectique. Alors cet eutectique, on voit que c'est le point pour lequel le changement d'état se fait à la température la plus basse. Quand on a un changement d'état qui se fait le long de cette courbe pointillée, eh bien on va passer par une phase où au début on est entièrement liquide, à un moment où on voit du liquide et du solide. Donc ici c'est une phase de cristallisation. Au début de la cristallisation, donc on est encore 100% liquide, on a juste le premier germe, et le premier germe a une constitution qui est très riche en A, puisque sa constitution se lirait ici. Au fur et à mesure de la solidification, le liquide a une constitution qui s'enrichit en B, et le précipité a une solution qui est de moins en moins riche en A. Quand on arrive ici, on va avoir la précipitation qui va avoir la composition de l'eutectique. Donc on a à ce moment-là on a à ce moment-là on a au début la précipitation de cristaux qui donc sont une solution solide de B dans A, c'est ce qui est représenté ici, et à partir de là on va solidifier l'eutectique, et ici on va avoir une solution de A dans B et une solution de B dans A. Lorsqu'on a une miscibilité nulle, à ce moment-là on a le solidus qui tout à l'heure était ici, qui prend ses parties verticales. En fait on a disparition des solutions solides ici, et ça forme une ligne horizontale. Voilà, donc en fait toute cette partie là n'existe pas parce que la miscibilité est absolument nulle. Alors concrètement ce qui se passe, c'est que quand A cristallise à partir par exemple d'une composition définie, eh bien on a, quand A cristallise, quand les premiers germes apparaissent, ces germes sont constitués de A pur. Quand on applique le théorème des moments ici, eh bien on a la constitution du solide qui est A pur, et la phase liquide qui a la constitution du mélange initial. Plus on avance dans la cristallisation, et plus donc A se cristallise pur, et à partir du moment où on est ici, il va y avoir le changement d'état, et là on va avoir cristallisation d'une part du composé A pur qui continue, et d'autre part de l'eutectique. On sera entièrement passé à l'état solide quand on descendra ici. À ce moment-là, ça sera juste une baisse de température. C'est ce type de diagramme qui explique l'efficacité de la technique de recristallisation pour purifier un corps. Enfin, en présence d'un composé défini,
Par exemple, quand on a fait un diagramme binaire zinc-magnésium, eh bien, il se trouve que le zinc réagit dans des proportions stoichiométriques avec le magnésium pour former le composé défini MgZ2. Et ce composé défini va se comporter comme un corps pur. Donc si on a la composition exactement stoichiométrique qui permet de donner ça, on passe par le point qu'on appelle le point congruent. Et à ce moment-là, on va former un palier de température avant de pouvoir continuer à descendre en température le long de cette ligne. Si on est à une composition qui n'est pas celle de ce composé défini, eh bien on va avoir le même type de diagramme que celui qu'on avait pour une miscibilité nulle, mais par contre on a ici d'ailleurs la miscibilité n'est pas forcément nulle, mais on va avoir le diagramme qui va être exactement comme un diagramme binaire, sauf qu'il ne se fait pas entre Mg et Zn, il se fait entre Mg et MgZn2 qui se comportent comme un corps pur. Cas du diagramme de l'acier. Alors pour le diagramme de l'acier, on peut voir que cette étude, ce diagramme binaire va nous permettre d'expliquer les propriétés de l'acier. En fait, l'acier présente, donc ici c'est un pourcentage de carbone, et quand on peut voir qu'à 6,67% en masse, on a un composé défini, et on peut voir que ce composé défini correspond qui s'appelle la sémantite, correspond à une structure stoichiométrique en Fe3C. On peut le voir en faisant le rapport donc de la masse de fer. Donc ici on aura une mole de fer, c'est 12 grammes, et par rapport à la masse totale qui serait 12 grammes plus 3 moles de fer, 56 grammes, la proportion en masse cette proportion en masse nous permet de retrouver cette valeur de 6,67%. Donc la sémantite qui est très riche en carbone et qui est très très dure, qui est une structure très rigide, va entièrement définir la qualité des différents aciers qu'on va pouvoir se former par précipitation. Alors en fonction de la composition de l'acier, on va passer déjà d'une part, si on est très riche en sémantite, ça ne sera même pas de l'acier, ce sera de la fonte, c'est tellement riche en sémantite que c'est très dur et très cassant. Par contre, on peut voir que quand les teneurs sont comprises entre 0 et environ 2%, on a tout un tas d'aciers qui vont avoir des propriétés différentes en fonction des proportions de carbone dans le fer. Si j'ai une proportion de très très faible, ou même de 0%, donc ça sera la ligne 1 ici, j'ai ici ce qu'on appelle du fer alpha, donc c'est une structure cubique face centrée du fer, et donc on a une phase homogène. Voilà. Si on a un tout petit peu de carbone, à ce moment-là, on peut avoir une solution solide. D'ailleurs, ça c'était la solution solide. La solution solide de carbone dans le fer alpha, donc il y a quelques atomes de carbone qui sont insérés dans la structure cristalline de fer alpha, mais ça ne change pas grandement les propriétés ça durcit légèrement. Donc le module d'élasticité va grandir, mais ça ne va pas changer beaucoup de choses. Par contre, quand on commence à passer ici donc avec une quantité un petit peu plus grande de carbone, eh bien on va commencer, quand on solidifie, on va commencer par former du fer alpha, donc qui contient très peu de carbone avec beaucoup de fer, et une fois qu'on arrive ici à ce palier de température, eh bien on va former d'une part ce fer alpha et d'autre part la composition un mélange qui a la composition de l'eutectique et qui va se comporter en formant de petites lamelles, puisqu'en dessous, puisqu'ici, oui, alors c'est un eutectoïde, et là il faut expliquer que c'est ça qui permet de former cette structure en lamelles.
Parce que donc, l'eutectoïde, ce qui le différencie de l'eutectique, c'est qu'ici on n'est pas liquide et qu'ici il n'y a pas de phase liquide, c'est juste des modifications de phase à l'état solide. Et donc, quand à l'état solide, les atomes de carbone ne peuvent pas diffuser aussi facilement que quand dans une phase liquide, donc il y a une petite diffusion, mais pas facile, et et en fait le cristal va se former en avançant, et on va former la perlite, enfin on va former la cémentite en enrichissant, donc il y a tout le carbone qui s'éjecte du fer alpha et qui rejoint là où il peut, juste à côté de la cémentite, et donc on va avoir une progression en ligne où on a le fer alpha qui se forme tout en rejetant sur le côté les particules de cémentite, enfin la cémentite. Donc ça fait cette espèce, enfin ces colonies, on appelle ça des colonies de ferrite qui font cet aspect marbré. Donc la ferrite est très rigide, la perlite est très rigide à cause de la cémentite, mais là pour l'instant on a encore un mélange de cristaux de fer alpha et de cristaux de perlite, donc ceci est ce qu'on appelle encore des aciers doux. Par contre, quand on arrive à la composition de l'eutectique, eh bien, on n'a plus la formation, en fait on forme directement l'eutectique et on n'a plus la formation du fer alpha. Et à ce moment-là, en fait, on va avoir un acier qui va être nettement plus dur. Si on est au-delà de l'eutectique, eh bien, on va former d'une part directement de la cémentite, et d'autre part, donc ici on a toujours cette forme de là c'est l'austénite, et quand on descend progressivement, en fait, on va avoir, comme on avait tout à l'heure, d'abord formation du fer alpha, ici on a formation du Fe3C, et ensuite seulement, quand on arrive ici, on va former le composé qui a la composition de l'eutectique, c'est-à-dire cette perlite qui va finir par faire cette structure en lamelles. Ceci est beaucoup plus dur, ça va faire des aciers qui sont très durs, qui sont composés qui ont beaucoup de ce carbure de fer qui le rend très rigide. Voilà. Et au-delà de cette composition, on ne passe plus du tout par la situation où en fait ici on est directement dans cette phase où on précipite à partir du liquide. Voilà, on est passé en liquide, on est passé par l'austénite. Ici donc on continue oui, on passe par une phase où on va déposer beaucoup de ferrite et de cémentite, et donc ça va faire quelque chose qui est encore plus rigide que ce qu'on avait tout à l'heure. Ceci va nous permettre de définir ce qu'on appelle des aciers doux, des aciers, donc du fer doux, des aciers doux, mi-durs ou durs. Et donc ces transformations qui sont très complexes seraient impossibles à comprendre sans le diagramme binaire.